Bonjour à tous. Il est 14 heures, je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, peut-être attendre 1 ou 2 minutes avant de fermer la porte et de commencer. Donc la session c'est 45 minutes, j'ai prévu une présentation un peu moins de ça pour laisser de la place pour les questions. S'il y a des questions, vu que le gaming c'est un média qui est assez nouveau, en général il y a pas mal de questions, donc on a prévu 10-15 minutes pour ouvrir la discussion, pour que ce soit un peu plus un format atelier que juste présentation et information. Super. Eh ben, je vous propose de commencer. On va peut-être fermer la porte. Si, super. Merci beaucoup. Alors merci à vous d'être présents aujourd'hui. Juste pour me présenter rapidement, je m'appelle Antoine et je travaille pour la société Gatsby. C'est le logo que vous voyez en haut à droite. Alors Gatsby, c'est une société qui est française, qui se positionne comme une régie publicitaire sur le média des jeux vidéo. Et donc l'objectif de la présentation pour moi aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu ce qui est faisable aujourd'hui dans le jeu vidéo en termes de format publicitaire, comment on se positionne dans ces environnements qui sont des environnements assez nouveaux et en quoi ça peut intéresser la presse, parce qu'effectivement la presse aujourd'hui s'intéresse au gaming et donc c'est la raison de notre présence aujourd'hui sur ce salon. Donc comme je vous le disais au début, on a laissé de la place à la fin de la présentation pour les questions, donc n'hésitez surtout pas à interagir. Alors déjà pour remettre un peu de contexte sur le gaming, pour casser un petit peu les idées reçues, parce qu'on le voit très régulièrement quand on parle avec des agences médias, avec des marques, quand on parle gaming, il y a beaucoup d'idées reçues, notamment sur l'audience. Quand on parle gaming, c'est vrai qu'on pense souvent à une audience plutôt masculine, plutôt teenager, pré-puberté, des gens qui vont jouer aux jeux vidéo dans leur chambre à 2 heures du matin. En fait, aujourd'hui, le gaming, c'est plus du tout ça. C'est complètement faux. Et pour remettre quelques chiffres en perspective ici sur cette première slide, du coup, en termes d'audience générale, aujourd'hui, le gaming, ça représente plus de 3,2 milliards de personnes dans le monde. Donc, pour remettre en contexte, c'est à peu près la moitié de la population mondiale. Donc, c'est énorme. Comparé à des médias comme les réseaux sociaux, la télé, etc., c'est un média qui prend de plus en plus d'importance et surtout en termes d'audience, en termes de diversité de l'audience. Le gamer moyen n'est plus un garçon de 18 ans qui joue aux jeux vidéo dans sa chambre, c'est faux. Aujourd'hui, c'est plutôt une personne de 36 ans. Ça varie en fonction des pays. En France, on est plutôt sur 37 ans. Et surtout en termes de sexe, 48% des gamers aujourd'hui sont des femmes. Ça dépend encore une fois en fonction des pays. Aux US, ce sera plutôt 43%. En France, ce sera plutôt 47%. Et donc, on a une audience qui est hyper diversifiée et disponible sur ce média. 76% des gamers ont plus de 18 ans. Donc on est plutôt pas forcément sur de la Gen Z, mais plutôt sur des audiences un peu plus âgées. Et surtout en termes de consommation du média, aujourd'hui, le gaming, c'est le média de l'attention. C'est-à-dire que quand on pense attention, on pense souvent au réseau social, à la télé. Le gaming, aujourd'hui, c'est des parties qui vont durer entre 5 minutes et 1 heure. Et surtout, c'est un temps d'attention sur la publicité de 22 secondes environ. Donc c'est beaucoup plus que sur la télévision, c'est beaucoup plus que sur du réseau social. C'est un environnement qui est encore assez vierge en termes d'exploitation publicitaire. C'est pourtant un environnement sur lequel on a une audience qui est très très large, qui est très diversifiée et dans un moment d'intention et d'acceptation qui est très intéressant pour les marques. Le problème du gaming aujourd'hui, c'est que quand on parle gaming, il y a pas mal d'idées reçues sur les différents leviers gaming activables. Aujourd'hui, dans le gaming, il y a le PC et la console. Vous connaissez sûrement les gros jeux vidéo comme FIFA, Call of Duty, etc. Il y a ce qu'on appelle le e-sport, qui sont des compétitions où des équipes vont s'affronter au niveau national, au niveau international, mondial, donc des compétitions qui peuvent être sponsorisées par des marques. On a également le métaverse,
Vous avez sûrement entendu récemment Carrefour, par exemple, qui a acheté un terrain dans le métaverse pour pouvoir positionner des placements publicitaires. Et on a le gaming mobile, donc les jeux sur téléphone, que vous connaissez sûrement tous, comme Candy Crush par exemple. Et donc le gaming mobile, qui est le plus important, en fait, quand on parle de 3,2 milliards de gamers dans le monde, plus de 80% de cette audience aujourd'hui est sur le gaming mobile. Pourquoi ? Parce que depuis les années 2010, sur le gaming mobile, on a une nouvelle sorte de jeux vidéo qui s'appelle le free-to-play, qui sont des jeux qui sont gratuits, faciles à télécharger, faciles à prendre en main, sur lesquels tout le monde en fait, va pouvoir jouer. Donc on le voit par exemple le matin quand on prend le métro pour aller à la Défense ou venir ici au salon, tout le monde est sur son portable. Énormément de gens jouent et aujourd'hui sur les App Store, on a des dizaines de milliers de jeux vidéo différents qui sont disponibles, qui sont gratuits, qui sont faciles à jouer, faciles à en prendre en main. Et donc je reprends l'exemple de Candy Crush avec plusieurs centaines de millions de joueurs. Et donc ces audiences qu'on voit ici, âge moyen 36 ans, 48% des gamers sont des femmes, on va surtout les retrouver sur du mobile. Là où sur le PC et la console, on est plutôt sur des grosses licences de jeux vidéo avec des audiences un peu plus niches. Je prends par exemple l'exemple de FIFA, qui est un jeu de foot, sur lequel on aura tendance à trouver une audience plutôt masculine, plutôt 18, 25, 30 ans. Donc le gaming mobile, aujourd'hui, c'est le levier du gaming qui va nous permettre d'aller toucher, au final, monsieur et madame tout le monde, via une diversité de jeux, une diversité de genres, et donc de là atteindre une diversité d'audience aussi qui est très intéressante. Le problème du gaming mobile, aujourd'hui, et peut-être d'ailleurs dans la salle, certains d'entre vous jouent à des jeux sur mobile, c'est qu'on a des formats publicitaires qui existent sur le mobile qui n'ont pas vraiment été pensés ou créés pour le mobile. Donc c'est des formats qui existent depuis quelques années et on peut en faire l'expérience aujourd'hui. Si vous allez sur l'App Store ou le Play Store de Google, souvent dans le top 10, vous allez avoir des jeux vidéo. Ces jeux vidéo, si vous les téléchargez, vous allez voir quand vous commencez la partie, donc très facile à prendre en main, vous pourrez commencer à jouer, mais très vite on a des pubs qui arrivent. On a des pubs, notamment le format interstitiel. Donc c'est un format qui va venir couper la partie pour vous montrer une vidéo, 10, 15, 30 secondes. On a le format bannière ici, qui est un format avec une bannière qui vient vraiment se superposer au jeu vidéo. Donc on perd une partie de l'espace de jeu vidéo et c'est aussi gênant parce que du coup on a beaucoup de clics accidentels. Quand on est sur un écran tactile, les joueurs ont tendance à cliquer dessus par accident. Et ensuite on a la rewarded vidéo. Donc rewarded vidéo, c'est plutôt un format de récompense, c'est-à-dire que on incite les joueurs à déclencher une vidéo qui pour le coup sera plus longue. C'est plutôt une vidéo de 20 à 30 secondes dans le but de recevoir une récompense. Donc ça va être par exemple des crédits supplémentaires, une arme, une vie en plus ou pouvoir continuer la partie. Le problème de ces formats, c'est qu'ils viennent se superposer au gaming. Ce n'est pas des formats qui sont intégrés aux jeux vidéo, ils viennent vraiment couper la partie. C'est des formats qui sont intrusifs. Donc on le voit souvent sur les App Store, quand on regarde les reviews des jeux vidéo, les gens se plaignent systématiquement des pubs. Super jeu, le gameplay est intéressant, mais il y a beaucoup trop de pubs, c'est insoutenable. Et donc le problème, c'est que les gens ne restent pas sur les jeux vidéo aujourd'hui. Sur les jeux vidéo, sur le mobile, en général, on va télécharger un jeu, on va jouer pendant 1 ou 2 semaines sur des parties de 5 ou 20 minutes, sur lesquelles on va prendre des dizaines de publicités, et au bout d'une semaine ou deux, les gens désinstallent l'application et passent à autre chose. C'est un problème pour les éditeurs de jeux vidéo, parce qu'ils ont du mal à retenir leur audience sur les jeux vidéo, donc du coup ils sont sur un modèle de création, on va dire, éphémère et industriel de jeux, où il faut toujours des nouveaux jeux pour aller rechercher l'audience qu'on a perdue. Malheureusement, c'est leur modèle de monétisation, c'est des jeux qui sont gratuits, donc il faut pouvoir les monétiser, donc ça vient avec la publicité. Et c'est surtout un problème pour les marques, parce qu'aujourd'hui, on a des formats qui sont intrusifs, qui ne sont pas acceptés, qui sont mal acceptés par les gamers. Et donc aujourd'hui, aucune marque ne veut être dans les jeux vidéo, en tout cas pas sur ces formats. Donc on le voit quand on télécharge ce type de jeu et qu'on se prend ce type de format interstitiel ou bannière, en général, ce sont des pubs pour d'autres jeux vidéo. Donc on a de la pub pour les jeux vidéo, dans les jeux vidéo, on a très peu de marques, et pourtant on a une audience qui est immense, qui est hyper diversifiée. Donc on est sur un média qui est émergent, qui est nouveau, qui est considéré comme le nouveau média de l'attention, parce qu'en termes d'attention, c'est beaucoup plus fort que des médias comme les réseaux sociaux ou la télé par exemple, et qui pourtant n'arrive pas à proposer aujourd'hui des formats publicitaires adaptés et acceptés par les joueurs. Donc là, c'est juste pour remettre un petit peu de contexte sur l'écosystème du gaming tel qu'il est aujourd'hui et le problème qu'on a avant d'en venir sur pourquoi ça peut être intéressant pour la presse.
Et donc un nouveau format qui est arrivé depuis 2 ans maximum et qu'on propose nous chez Gatsby, c'est un format qui est très récent, qu'on va appeler le in-game advertising. En gros, on vient redéfinir la publicité dans le gaming pour qu'elle fasse partie intégrante du jeu vidéo. Donc vous voyez ici sur l'écran à droite, on a quelques exemples, enfin on a un exemple d'un jeu vidéo avec une voiture qui se balade dans les rues d'une ville. On va avoir une pub ici pour Uber Eats et Uber Eats. En fait, le raisonnement derrière ce type de bannière publicitaire, c'est que la bannière soit complètement intégrée au gameplay. Donc ça sera par exemple des bannières dans les rues d'une ville, comme des panneaux d'affichage JCDecaux. Ça sera des bannières autour d'un terrain de foot, comme sur les matchs de la Coupe du Monde en ce moment. Vous voyez autour du terrain, on a toutes les marques qui font de la publicité. Ça peut être sur un circuit de voiture, une voiture qui est aux couleurs d'une marque. Ça peut être des bannières autour du circuit de voiture. Et après, il y a plein de possibilités. Typiquement, sur un jeu en 2D, ça peut être un avion ou une montgolfière au fond qui passe avec une bannière publicitaire comme à la plage. Donc les possibilités sont très, 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 très larges et diverses. Le gros avantage, c'est que du coup, la pub est intégrée au jeu vidéo, donc on n'a plus d'intrusion, d'interruption de la partie. Donc en termes d'expérience pour les gamers, c'est bien mieux accepté. Et derrière, pour le jeu vidéo, pour les éditeurs, ça permet aussi d'avoir un aspect un peu plus réaliste, parce que demain, quand on a un joueur qui se connecte sur notre jeu, qui se balade dans les rues d'une ville en 3D, ce qu'on appelle un jeu open world, et on va avoir des pubs qui sont des vraies pubs et pour des vraies marques. Donc ça apporte aussi un aspect intéressant. Pour les marques, c'est complètement nouveau. C'est l'opportunité de faire de l'affichage comme on le fait dans les rues d'une ville aujourd'hui, mais d'aller toucher l'audience directement dans les jeux vidéo, sur un territoire qui est encore assez inexploré, on va dire, parce qu'aujourd'hui, il y a encore très peu de marques dans les jeux vidéo. Ce format, il est disponible depuis 2 ans, il est vraiment efficace depuis cette année 2022. Et donc, depuis cette année, on commence à avoir beaucoup de marques qui s'intéressent aux médias, surtout sur les marchés anglo-saxons, mais de plus en plus en France. On a d'ailleurs des campagnes qui tournent pour des annonceurs comme Spotify ou La Poste, qui sont super intéressantes en termes d'audience et de reach. Et donc en fait, c'est un format sur lequel tout le monde gagne parce que le joueur va pouvoir jouer plus longtemps sans avoir d'interruption. On n'a plus de vidéos de 10 secondes qui viennent lui couper la partie. La marque va pouvoir toucher une nouvelle audience, on va pouvoir retrouver son audience sur un média sur lequel il n'y a pas de concurrence. Parce qu'on n'est pas sur un réseau social où on va avoir une dizaine de publicités pour des concurrents sur la même session. Et pour le jeu vidéo, parce qu'il va pouvoir retenir ses gamers. Et les premiers résultats avec des chiffres qui sont tombés cette année justement sur le format in-game qu'on voit ici à droite, c'est que c'est un format qui est accepté par les gamers. En fait, les gamers ont compris que pour avoir des jeux gratuits, il faut de la publicité. Ils ont compris que c'est normal d'avoir un modèle de monétisation pour les éditeurs de jeux vidéo et donc qu'il faut qu'ils puissent se rémunérer d'une façon ou d'une autre avec la publicité. Le problème, c'est que jusqu'ici, on avait de la publicité qui était intrusive, qui n'était pas acceptée par les gamers. Aujourd'hui, avec ce nouveau format, elle devient acceptée. Donc on a des gamers qui comprennent le fait qu'ils voient des bannières aujourd'hui quand ils jouent aux jeux vidéo. Le principal, c'est que ces bannières ne soient pas intrusives, qu'elles fassent partie du jeu et que ça peut même avoir un aspect un peu sympathique, plutôt que des vidéos qui arrivent et qu'on est obligé de regarder pour pouvoir continuer à jouer. Les formats disponibles sont nombreux. Je vous montre ici, ce qu'on voit, c'est des bannières, c'est-à-dire qu'on est sur un format display avec des images statiques. Aujourd'hui, sur le in-game, on propose, donc la bannière que vous avez vue sur le premier screenshot que je vous ai montré, on propose également de la vidéo. C'est-à-dire que cette même bannière, ici, pourrait contenir un plan vidéo. Et donc cette bannière peut venir se positionner, par exemple, si on était au début d'une course, ici dans le starting block, avec la voiture et le décompte 3, 2, 1, partez, on pourrait avoir la vidéo qui tourne ici, et donc exposer le gamer également à des vidéos. Bien sûr, on est sur des formats qu'on adapte, on ne met pas des vidéos de 1 minute 30, parce qu'on est quand même sur un moment d'intention, on est dans une action, le joueur est dans une action, donc la vidéo passe au second plan. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette même vidéo va pouvoir se répéter à plusieurs endroits de la partie, de la scène de jeu. Donc ici, je vous reprends cet exemple, parce que c'est l'exemple des rues d'une ville qui est assez commun. Cette même bannière qu'on voit ici en haut à droite, elle va être répliquée au bloc suivant, puis quand on tourne à droite, au bloc suivant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va comptabiliser pour une seule impression, pour s'assurer que le gamer ait bien vu et imprimé la pub. Parce que souvent, on peut passer assez rapidement à côté d'une pub. Et donc, il y a beaucoup de questions autour de la visibilité
dans des environnements 3D, parce qu'on est dans des environnements 3D ici, c'est complètement nouveau sur le marché, on n'est pas sur une page web qu'on va dérouler. Et donc on a des systèmes d'impression qui permettent de répliquer les bannières au fil de la scène de jeu pour s'assurer que l'impression est validée, qu'elle est vue par le joueur, et donc on ait non seulement un temps d'intention qui soit intéressant, mais également des impressions qui soient effectivement vues et pas juste comptabilisées. Le format audio, qui est complètement nouveau pour le coup. Alors là, ça fait 2 mois qu'on est sur le marché avec ce format. Il y a quelques concurrents qui sont sur le marché depuis début 2022 également. Et donc le format audio, c'est également un format in-game, c'est-à-dire qu'à un certain moment de la partie, un format audio va se déclencher. Alors comment ça se caractérise? En général, le format audio, donc c'est une bande sonore qui va commencer à se dérouler pendant le jeu et qui va venir avec ce qu'on appelle un companion ads. Alors un companion ads, c'est une petite bannière qui va apparaître par exemple en haut à droite de l'écran, dans laquelle on va pouvoir voir le logo de la marque, pour voir quelle marque est en train de nous passer une pub, et surtout de laquelle on va pouvoir muter la pub. C'est-à-dire que si la pub, le format audio se déclenche, que c'est intrusif, on donne aux gamers la possibilité de couper la publicité pour ne pas être dérangé. Là où la bannière et la vidéo ne peuvent pas être coupées parce qu'ils font partie, pour le coup, de la scène de jeu. La publicité audio va être déclenchée à un certain moment de la scène. Le gamer ne le choisit pas forcément, par contre, il a le choix derrière de la couper. Et encore une fois, il n'y a pas d'interruption de la partie ici. Ça se fait vraiment pendant qu'on joue. Et donc le studio de jeux vidéo qui place son format audio va choisir à quel moment il souhaite le placer pour que ce soit le moins intrusif. Donc ça peut être par exemple, on va inviter le joueur à évoluer dans une certaine partie de la scène qui va déclencher le format audio, mais en échange, il y aura par exemple une récompense, ou alors c'est un format audio qui va être skippable dès les premières secondes. Et derrière, tout à droite, on a l'intégration custom. Alors l'intégration custom, c'est un peu particulier, ça commence à se faire, mais c'est des intégrations qui sont un peu plus lourdes. C'est-à-dire qu'ici, on va être en partenariat directement avec la marque, l'agence média et le studio de jeux vidéo. Et donc l'intégration custom, on ne sera pas juste sur une bannière comme celle-ci, on sera plutôt sur, par exemple, un design particulier dans le jeu dédié spécifiquement à la campagne. Donc ça peut être par exemple une voiture qui est aux couleurs de la marque, ça peut être dans un jeu de foot tout un équipement ou une équipe avec un logo qui va être sponsorisé par une marque. Ça peut être, dernièrement, on a une campagne pour la chaîne d'hôtels Marriott, et donc dans les rues d'une ville, on a créé des hôtels Marriott, avec donc le Marriott sur l'hôtel, on pouvait rentrer dans l'hôtel et profiter du lounge, etc. Donc là, on est vraiment sur un design un peu sur mesure, une intégration un peu plus lourde, avec des budgets également un peu plus élevés. Le gros avantage des formats que je vous présente aujourd'hui, c'est que ce sont des formats qui sont standards aux tailles IAB. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur des tailles standards, ce n'est pas des intégrations custom, et c'est disponible en achat programmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une régie digitale qui va proposer ses inventaires via du programmatique, via des marketplaces de programmatique, peut également proposer des inventaires gaming. On est sur le même type de bannière, donc en termes de taille, ce serait par exemple du 300 par 250, 728 par 90, etc. Donc on peut reprendre des bannières d'une campagne web, digitale ou application en ce moment, et donc c'est là que ça devient intéressant pour la presse, pour aller retoucher son audience sur un nouveau média qui va être le gaming avec exactement les mêmes bannières. Il n'y a pas besoin de penser à une approche gaming, de penser à des créas spécifiques pour le gaming qui sont designées et mises à la taille pour le gaming. C'est-à-dire qu'on reprend des bannières standards du web et on vient les positionner dans des environnements 3D pour pouvoir exposer l'audience gaming. Si vous avez des questions sur ce point, n'hésitez surtout pas. Alors l'interaction, c'est une bonne question. Il y a deux métriques qu'on va mesurer. Le premier, c'est la visibilité. Et effectivement, la visibilité sur ce média, alors c'est un média qui est émergent, qui est récent, donc il y a beaucoup de questions sur la visibilité. L'IAB vient juste de plancher sur la question visibilité 3D en septembre dernier. Donc pour vous dire, ça fait 2 mois que ça existe. Il y a une manière de mesurer la visibilité dans le 3D qui va être basée sur 3 facteurs que nous, on utilise. Le premier, c'est la distance par rapport à la pub. Est-ce que la pub est assez proche pour que je puisse la voir et la lire, ou est-ce qu'elle est trop loin? Le deuxième facteur, ça va être l'angle. Est-ce qu'elle est en face de moi? Est-ce qu'elle est à 45 degrés? À ce moment-là, je ne vais pas la voir.
Et le troisième facteur, ça va être l'opacité de l'environnement. Est-ce que j'ai un environnement qui est clair et qui me permet de voir la pub, ou est-ce que j'ai un objet entre deux? Est-ce que j'ai un bus, par exemple, qui passe, ou un immeuble? Donc pour valider la visibilité dans cet environnement, il faut qu'on valide ces trois facteurs, donc de proximité, d'angle et de transparence de l'environnement, pendant plus d'une seconde. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, et là, pour le coup, c'est un peu une spécificité Gatsby. Sur le marché, on est 4-5 à proposer ce format-là. Chez Gatsby, on est les seuls dans le monde à proposer un format qui est cliquable. C'est-à-dire qu'en plus de la visibilité, on va proposer de la performance. Et donc, on va pouvoir mesurer, pour le coup, l'interaction effective du gamer avec la pub. Le clic est mesuré, c'est-à-dire que comme on n'est pas sur une bannière qui vient se poser sur la scène de jeu vidéo, on est quand même sur une bannière qui fait partie du jeu, on est sur des écrans tactiles, il y a toujours un risque d'avoir des clics accidentels. On a une technologie qui nous permet de mesurer la pression du clic et le temps de clic pour valider qu'on est sur un clic volontaire, un clic de, on va dire, de curiosité, plutôt qu'un clic accidentel où on a glissé sur l'écran. Donc on va proposer sur chacune de nos campagnes, dans des rapports de performance, premièrement la visibilité. Sur X millions d'impressions délivrées, on a eu une visibilité de 90% par exemple. On peut montrer à l'annonceur qu'il a effectivement payé pour des impressions qui ont été vues. Et derrière, c'est la performance qui va aussi avoir un métrique intéressant pour des campagnes, par exemple, où on veut faire de l'acquisition. Ça peut être intéressant. Ça répond à votre question. Alors très rapidement, je ne sais pas si vous connaissez, ici on est sur les studios de jeux vidéo, et c'est juste pour remettre un petit peu de contexte comment fonctionne Gatsby et les autres prestataires quand on veut faire de la pub dans les jeux vidéo en général. Donc c'est des éditeurs de jeux vidéo, des studios de jeux mobiles. Il y en a pas mal sur le marché, il y en a quelques-uns qui sont très gros. Vous connaissez peut-être Ubisoft, qui est un éditeur français très gros, qui a des très gros jeux sur PC et console, mais qui fait également beaucoup de jeux vidéo. Et on a Voodoo, qui est également un éditeur français qui fait partie du top 3 mondial, qui ont des dizaines de milliers de jeux vidéo, toujours dans le top des téléchargements sur l'App Store, qui sont des éditeurs avec lesquels on travaille, ce qui veut dire qu'en fait on sélectionne l'inventaire. Ici aussi, il y a souvent une question du marché, c'est le cadre de diffusion dans lequel je vais pouvoir diffuser ma pub. Parce que quand on fait de la publicité in-game, souvent on va diffuser sur plusieurs jeux. Et donc il y a toujours ce souci des marques de savoir dans quel environnement on va diffuser. Typiquement, on n'a pas souvent, les marques n'ont pas envie de se retrouver dans des jeux avec de la violence, donc des jeux de zombies par exemple, ou des jeux comme GTA. Et donc, on va valider en amont le cadre de diffusion avec les marques. Donc, comment ça se présente? En fait, on a un inventaire de jeux qui est disponible avec plusieurs centaines de jeux qui sont activables, et en fonction de l'activation souhaitée par la marque, elle va pouvoir valider le cadre de diffusion. Donc, soit par jeu, ou soit par type de jeu. Est-ce que ce sera plutôt du sport, de l'action, du puzzle et du racing? Ce qui va être intéressant avec le type de jeu, c'est que chaque type de jeu a des audiences particulières. Forcément, sur les jeux de sport, en fonction des jeux, ça dépend, on aura parfois des audiences un peu plus masculines. Sur les jeux de puzzle, type Candy Crush, Sudoku, etc., on peut aller chercher des audiences un peu plus seniors. Quand je dis un peu plus senior, on fait des campagnes sur des cibles 65 ans et plus. Et donc en fait, le cadre de diffusion validé avec la marque va être super important, parce que ça nous permet aussi de valider qu'on va chercher une cible et qu'on ne va pas seulement chercher une cible, on reste cohérent avec l'univers de la marque. Donc ça, c'est des studios avec lesquels on travaille, et certains de ces studios sont investisseurs également chez Gatsby, ce qui nous permet d'avoir un accès assez particulier à des jeux plutôt premium de pas mal de ces éditeurs. Et en termes de marque, c'est intéressant aussi parce que souvent quand on présente le format in-game, les annonceurs ont tendance à penser que c'est pour des marques plutôt digitales, qui ont des affinités plutôt avec des audiences Gen Z, etc. En fait, pas du tout. Parce que comme je vous le disais plus tôt dans la présentation, aujourd'hui l'audience sur le gaming, elle est hyper diversifiée. On a un âge moyen qui tourne autour des 35-40 ans. On peut aller chercher des audiences plutôt seniors. Et donc c'est un média qu'on va qualifier de mainstream, de grand public, qui s'adresse à tout le monde et à tous les annonceurs. Et c'est d'autant plus intéressant justement pour des annonceurs, on va dire, plus traditionnels ou plus conventionnels, parce que c'est un média sur lequel ils peuvent aller chercher leurs audiences qui n'ont jamais vu d'autres concurrents sur ce média-là. Donc je pense typiquement en ce moment on a une campagne pour La Poste qui tourne sur la France et qui a un très bon taux de performance en termes de clics. Justement pour rebondir sur votre question, en termes de clics, on a un très bon taux de performance. On est sur une cible qui est plutôt 40 et plus, et en termes de complétion des vidéos qui tournent assez bien. Et donc on a un cadre de diffusion qui a été validé
avec La Poste en amont qui correspond à cette cible et sur lequel on a également fait des tests, c'est-à-dire qu'on a élargi un petit peu le champ de diffusion pour voir quelles seraient les retombées. Donc en plus de mettre des jeux uniquement puzzle et uniquement un peu spécifiques à une audience plus senior, on est également venu activer des jeux de sport, de racing, pour voir si on arrivait aussi à retrouver cette audience et avoir la même performance sur ce type de jeu que sur d'autres. Donc ici on a quelques noms, c'est assez international, on a un inventaire qui est mondial et de toute façon sur le gaming en général on a des activations mondiales mais qu'on peut cibler par pays, par région. Donc c'est là que c'est intéressant, notamment sur des pays comme la France avec des annonceurs comme La Poste. Là où ça devient intéressant pour la presse, on a choisi un cas d'usage pour illustrer ça. Vous avez peut-être entendu parler de ce jeu c'était dans les news cette année, c'est un jeu qui s'appelle Wordle, qui est un peu la version américaine du Motus, le jeu télévisé qu'on connaît tous. Et en France, on avait l'équivalent français qui s'appelait le Sutom. C'est un jeu mobile sur lequel chaque jour on va deviner un mot. Alors pourquoi ce cas d'usage il est intéressant? Parce que cette application, ce jeu mobile, qui est né pendant le confinement, qui a vu sa base d'utilisateurs exploser dans les dernières années, on parle de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millions d'utilisateurs d'ailleurs, a été racheté cette année par le New York Times. Pourquoi le New York Times a racheté ce type de jeu vidéo? Parce qu'en fait le New York Times s'est rendu compte, enfin ils le savent depuis pas mal de temps, que dans les différentes rubriques qu'ils vont publier dans leur journal, chaque audience va avoir un intérêt spécifique pour des rubriques spécifiques. Donc on a des gens qui vont acheter New York Times plutôt pour la rubrique sport, plutôt pour la rubrique économique, et en fait on a énormément de gens qui l'achètent également pour la rubrique mots croisés. Et donc ici, le New York Times, qui avait un peu des difficultés dans fin des années 2010 à maintenir, à faire grossir sa base d'utilisateurs, s'est rendu compte que sur ce type de jeux vidéo, en fait, on avait des centaines de millions de gamers qui venaient se connecter tous les jours pour venir remplir la grille et deviner le mot au quotidien. Et donc non seulement le New York Times a racheté l'application, mais en plus l'a intégré à l'application New York Times pour venir remplacer ou pour venir ajouter une brique supplémentaire à sa brique divertissement. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour les dizaines de millions d'Américains qui jouaient à Wordle, s'ils veulent continuer de jouer à Wordle, ça se passe sur l'application New York Times. Donc, ils ont réussi à booster clairement les téléchargements de l'application New York Times, également les souscriptions, parce que pour pouvoir lire le New York Times et jouer au jeu, il faut s'abonner. Alors, il faut créer un compte, pas forcément payant. On a accès aux jeux vidéo sur des comptes pas forcément payants. Et donc, ils ont réussi à booster comme ça cette année leur base d'utilisateurs grâce à ce jeu Wordle. On a eu l'équivalent français cette année qui s'appelait Sutom, qui a été poursuivi d'ailleurs par Motus pour plagiat. Et en fait, au bout de 3 semaines, Motus s'est rendu compte de l'erreur. On fait marche arrière et on proposait à Sutom de travailler ensemble pour venir justement redynamiser un peu l'émission qui perd de sa base d'audience. Donc ça, c'est un cas d'usage qu'on a vu cette année. Forcément, c'est un peu plus poussé ici parce qu'on a un rachat d'applications, on a une intégration d'applications dans une autre et on va prendre une base d'utilisateurs pour essayer de venir la greffer à une autre application. Mais il y a plein de possibilités, et notamment sur le modèle de performance. Donc encore une fois, pour rebondir sur la question de comment on mesure la performance, le fait de proposer des formats qui sont cliquables, ça nous permet de proposer des campagnes à la performance et donc des campagnes qu'on peut mesurer à l'action ou à la souscription. Et donc c'est notamment le cadre aujourd'hui d'une campagne qu'on a pour Spotify. Je vous invite d'ailleurs à la fin de la session sur la tablette que vous voyez ici, j'ai une application en live avec un jeu vidéo où vous allez voir la campagne pour Spotify sur laquelle vous pourrez cliquer et jouer pour vous permettre de visualiser un petit peu comment ça marche, où on va chercher du téléchargement, clairement. Cette année, comme tous les ans, Spotify font la rétrospective 2022 avec tous les artistes que vous avez le plus écoutés pendant l'année. Et ben aujourd'hui, Spotify, grâce au gaming, va chercher des nouvelles audiences. Alors, ils ont soit retrouvé leur audience sur un média sur lesquels n'ont pas été touchés, parce qu'aujourd'hui, Spotify, on les voit partout, de la même manière que Deezer, Amazon Play, etc. Sur le gaming, aujourd'hui, il n'y a que Spotify. Donc, ils retrouvent leur audience, mais ils vont également chercher de nouveaux utilisateurs, de nouvelles audiences. Et ils vont générer du clic et de l'application. Et donc, c'est une campagne qui tourne très, très fort parce qu'on a un CTR, un taux de clic qui est super intéressant. Et donc, ça tourne en ce moment. Si vous jouez aux jeux mobiles sur la France, vous serez sûrement exposé. Donc, ça peut être intéressant en termes d'acquisition, en termes d'abonnement. Et c'est là aussi que ça devient cohérent pour la presse parce que le gaming aujourd'hui
c'est pas un média qui est concurrent de la presse, c'est-à-dire que c'est pas un média qui vient cannibaliser l'audience de la presse pour la prendre sur le gaming, c'est plutôt un média qui est en compétition avec la télé et les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant du coup, c'est que l'audience du gaming, elle est également sur la presse écrite. Et donc c'est intéressant parce que quand on fait une campagne de presse par exemple, on peut aller retrouver ces audiences sur le gaming, sauf qu'ici on peut aller chercher du clic et de la performance. Voilà, merci à vous. J'ai essayé de tenir en 30 minutes pour laisser voilà, 10-15 minutes si jamais vous avez des questions. Donc je vous donne la parole. Est-ce que vous avez des questions sur le gaming? On a des taux de clic standards qu'on peut communiquer, ça dépend des applications, ça dépend des pays. Sur la France, on est entre 0,5 et 1% au CTR. Et sur la campagne Spotify, actuellement, on est sur 0,6%, qui est une performance assez intéressante. Le temps d'expo fait partie des KPI qu'on peut fournir. Et c'est notamment sur ça qu'on l'a calculé ici, environ 22 secondes d'intention. En fait, on est sur un temps d'attention sur le média. Donc on est sur du mobile, hein. On n'est pas sur des parties qui font 3 heures comme on peut avoir sur des PC et consoles, mais on est sur des parties qui font alors c'est assez large, entre 5 et 25 minutes, en moyenne plutôt 15 minutes. Sur ces 15 minutes, en fonction du jeu, on va avoir plusieurs placements auxquels le gamer est exposé, et en général, ces placements vont être répétés pour qu'on valide qu'il y ait bien une impression. Donc on a une intention totale de 22 secondes, et après, en fonction des campagnes, en général, on est sur plusieurs secondes d'attention par impression. Alors le modèle tarifaire, on est sur le modèle du programmatique, c'est-à-dire qu'on est sur un CPM, un coût par 1000 impressions, et ça s'achète effectivement en programmatique, donc c'est une activation qui est hyper facile. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez un siège acheteur sur une plateforme programmatique, ça s'active en quelques clics, ou dans le cadre de la campagne Spotify, par exemple, on le fait pour eux, c'est-à-dire qu'ils nous envoient le scope de campagne avec le reach souhaité sur la France, l'audience souhaitée, on leur propose le cadre de diffusion qu'on revalide avec eux derrière, et ensuite on s'occupe de lancer la campagne pour eux, et on leur fournit les rapports, plusieurs rapports pendant la campagne pour qu'ils puissent suivre l'évolution. Donc ici on est bien sûr de la bannière type standard. Si on veut faire de l'activation customisée, c'est-à-dire on va créer des nouveaux maillots de foot, on va ajouter un immeuble dans la scène de jeu, etc. Là, on a un temps d'intégration qui est un peu plus long, on va être sur plusieurs semaines, et effectivement, il y aura des interactions avec le studio de jeux vidéo, donc on est plus sur du programmatique. Oui. Alors c'est une bonne question, pas encore. Pas encore, parce que le gaming, c'est un média qui est assez récent. Ces formats-là, ça fait 2-3 ans qu'ils existent. Aujourd'hui, on a un inventaire de plusieurs centaines de jeux vidéo. Sur la France, ça représente quelques millions de gamers. On n'a pas encore. On fait des tests. On fait des tests. C'est pas quelque chose qu'on pousse pour le moment. On n'a pas encore la granularité de pouvoir descendre sur des villes. Alors, des bassins de population comme Paris et l'Île-de-France, on peut. Si on veut activer une campagne pour un constructeur automobile, par exemple en région Rhône-Alpes, on sera plutôt sur une optique de test, parce qu'on n'est pas encore en mesure de garantir certaines performances sur de l'hyper-ciblage. De la même manière que sur des segments de données, par exemple, on n'est pas forcément sûr de retrouver les idées, enfin les identifiants des gamers, enfin des audiences sur les jeux vidéo. Ah ouais. C'est en Belgique. Et en Belgique, c'est d'autant plus un problème parce qu'en termes d'échelle, souvent sur les inventaires programmatiques en général et gaming, ça peut être un souci. Après, pour du ciblage bilingue, il y a un ciblage qui se fait aussi avec l'OS. C'est-à-dire que sur le langage utilisé sur l'OS du mobile, on peut cibler, et ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et donc, c'est des choses que techniquement, justement, je serais intéressé de savoir après qui est le concurrent, parce que je sais que techniquement, c'est des choses que nous pouvons faire et que tout le monde ne peut pas faire. Ok, très clair. Merci. Ouais. Alors, le risque, c'est pas un risque de design, parce que le format s'intègre parfaitement bien. En fait, comment ça se passe en termes d'intégration pour les studios de jeux vidéo? Aujourd'hui, un studio de jeux vidéo, quand il crée un nouveau jeu, il utilise une plateforme qui s'appelle Unity. Et donc sur Unity, il va pouvoir créer la scène en 3D,
mettre des objets, par exemple mettre un bâtiment, placer un objet, etc. Et avec le logiciel Gazmi, avec le SDK Gazmi, il va pouvoir poser ces bannières dans la scène. La prouesse technologique, c'est de pouvoir avoir une bannière 2D qui va se transformer en 3D. Et là, que la bannière soit mise comme ça ou devant, en fait, il n'y a aucun impact sur la visualisation de la bannière. Par contre, ce qui va changer, et là on a des recommandations, c'est que sur un environnement 3D, on n'est pas sur la même expérience d'exposition que sur un environnement 2D. On n'est pas sur une page web qu'on scrolle. Donc effectivement, on va recommander, nous, souvent, d'avoir des bannières légèrement optimisées, avec des logos un peu plus gros, des univers de marque qui sont plus présents, par exemple les couleurs de marque, et un call to action qui est bien visible. C'est-à-dire qu'on ne recommande pas forcément d'avoir des bannières avec des textes écrits en tout petit, parce que les gamers ne vont pas prendre le temps de s'approcher et de lire la bannière. Elle va passer et puis elle sera répliquée une ou deux fois. Donc il faut que ça puisse attirer l'attention de l'audience. Donc effectivement, pour un premier test, une marque qui ne sait pas trop, qui voudrait essayer mais qui n'est pas sûre, on lui recommande de réutiliser les mêmes bannières, comme ça ne l'engage pas sur un nouveau projet pour commencer une nouvelle campagne gaming avec son agence, etc. Elle va pouvoir reprendre ces mêmes bannières qu'on peut éventuellement optimiser un petit peu et ajouter un levier gaming à sa campagne web actuelle pour voir comment ça performe en termes de reach, d'utilisateurs uniques et de CTR. Et dans un deuxième temps, on va recommander, effectivement, on a des guides de bonnes pratiques créatives, où on va recommander de venir optimiser légèrement les créatives pour avoir quelque chose de plus impactant. Mais ça n'impacte pas, c'est-à-dire que par exemple, si on est sur un format 728 par 90, qui est par exemple celui qu'on voit ici au fond, on vous demandera une bannière 728 par 90, comme vous la designez sur le web, et vous nous l'envoyez comme telle, et on la mettra dans le jeu vidéo. Alors, il y a plusieurs, on n'est pas les seuls sur le marché aujourd'hui avec ce format-là. On est 4 ou 5, dont un Israélien qui s'appelle Anzu, qui est sur le marché depuis un peu plus longtemps que nous. On est 4 ou 5. Techniquement, il y a quand même un peu une barrière à l'entrée parce qu'aujourd'hui, les studios de jeux vidéo ne savent pas le faire. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec des intermédiaires comme nous. Un jeu, un éditeur de jeu peut utiliser plusieurs prestataires. C'est-à-dire qu'il peut utiliser Gazmi, il peut utiliser Anzu, parce qu'on ne va pas monétiser de la même manière. Par exemple, nous, Gazmi, on est une société française, on a une équipe qui est basée à Paris et à Londres, donc on a un footprint qui est très intéressant en Europe et aux États-Unis, on commence à s'étendre un peu sur l'Asie-Pacifique. Anzu est déjà très présent sur l'Asie-Pacifique, sur les États-Unis aussi, donc on ne va pas activer les mêmes annonceurs ni les mêmes régions, donc un éditeur de jeu peut être amené à travailler avec plusieurs prestataires. Par contre, en général, un jeu va utiliser un seul prestataire ou, s'il en utilise plusieurs, c'est un prestataire par niveau. C'est-à-dire que dans ce niveau-là, qu'on voit sur le screenshot, si vous avez des bannières Gazmi, ce sera que des bannières Gazmi. On n'aura pas une bannière Gazmi ici, puis une bannière Anzu. Pourquoi? Parce que si demain Uber Eats veut travailler avec Gazmi et que Uber Eats souhaite avoir l'ensemble du jeu ou l'ensemble du niveau, on doit pouvoir lui garantir ça et que ce sera la seule marque qui sera affichée, qui ne sera pas à côté de son concurrent, Deliveroo. C'est exactement ça. Et c'est la problématique, une des demandes de Spotify aujourd'hui, c'était de pouvoir être affiché sans concurrent et donc d'être le seul sur les environnements. Et donc c'est le cas aujourd'hui. Donc, tous les jeux sur lesquels on les active, on n'a que du Spotify sur des bannières Gazmi uniquement. Alors c'est une bonne question. Le marché est assez jeune. Donc ce qui se fait aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui se fera demain. Aujourd'hui, on fait du gaming mobile parce que c'est là qu'est le gros de l'audience. C'est aussi parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant en termes d'activation. C'est du programmatique, on peut cibler, on peut activer par application. Mais vous voyez, par exemple, il y a des marques comme Carrefour qui vont acheter des terrains dans le métaverse. On a des marques qui vont créer leurs propres jeux pour venir chercher de l'audience. On a des jeux qui commencent à être disponibles sur des pages internet. On l'a vu par exemple sur Facebook, ils ont essayé. Donc aujourd'hui, c'est principalement du mobile. On propose également des activations sur PC et console qui pour le coup sont un peu plus customisées. Euh, on n'a pas encore de format web par exemple, mais c'est des choses qui pourraient arriver dans les 2 ans assez rapidement.
Ouais, c'est complètement envisageable. On est plutôt sur une approche customisée, dans ces cas-là, où on va se servir ou transformer un niveau dans un jeu déjà existant pour le rendre en fait un parcours où on va suivre des bannières pour obtenir quelque chose, mais c'est complètement envisageable. Ça, c'est du customisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous nous activez en programmatique, les bannières sont déjà existantes. Elles sont éparpillées partout dans les jeux vidéo de manière à être bien visibles, de manière à donner un côté réaliste aussi au jeu. Et donc l'activation programmatique se fera en fonction du jeu sur les bannières existantes. Si demain on veut des bannières un peu plus customisées, on veut proposer une expérience, un parcours, on veut inciter le gamer à aller quelque part dans la scène de jeu pour cliquer, c'est également envisageable, mais on sera plutôt sur du customisé. Ouais. Alors on croise pas, mais on collecte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la majorité des jeux mobiles, pour pouvoir y jouer, on donne son consentement. Et donc on collecte la donnée. Aujourd'hui, elle n'est pas traitée. Elle n'est pas traitée parce qu'on n'a pas de demande particulière. On a certains acteurs qui commencent à s'y intéresser, des acteurs qui font de la performance, comme des applications comme Bolt par exemple, qui commencent à s'intéresser à ce média, qui commencent à s'intéresser à ce qu'on peut faire avec la donnée avec. Aujourd'hui, elle n'est pas utilisée, elle n'est pas traitée, mais effectivement, on collecte de la donnée. Alors, ce qui va nous différencier de LandVault, c'est que LandVault, aujourd'hui, ils sont passés Metaverse, full Metaverse. Ça s'appelait Admix avant, c'était notre gros concurrent. C'est-à-dire qu'ils proposaient le même type de placement publicitaire, à quelques différences près. La première était qu'ils ne proposaient pas de clic. Gatsby, aujourd'hui, est la seule société sur le marché à proposer du clic et donc de la performance, en plus juste du branding. Ils ne proposaient pas de format audio qu'on propose. Pareil, Gatsby est la seule société sur le marché à proposer du format audio, ce qui permet un peu d'avoir un one-stop shop avec de la bannière, de la vidéo et de l'audio. Donc en termes de format, en termes de possibilités, c'était assez différent. Aujourd'hui, ils ont pris un chemin qui est différent parce que c'est le chemin du métaverse. Nous, on considère que c'est encore un peu trop tôt pour y aller. En termes d'audience, le métaverse, c'est encore un peu jeune, c'est encore un peu niche. Quand on fait un coup dans le métaverse, c'est plutôt pour communiquer, plutôt pour faire vraiment de la performance en termes de reach. Le modèle économique, donc c'est un pricing au CPM, c'est-à-dire qu'on aura un prix pour 1000 impressions qui sont générées. Et donc sur ce revenu généré, effectivement, il y a un partage de revenus qui va directement à l'éditeur de jeu. Donc c'est un peu un... Alors ça, on le donne pas, mais c'est un revenu qui est très avantageux, qui fait plus des 2 tiers, on va dire, pour l'éditeur de jeu. Donc en fait, c'est un revenu passif. L'éditeur a juste à poser des bannières dans son jeu. On les monétise en programmatique, soit sur des marchés ouverts, soit sur du deal en direct avec des annonceurs. Et donc ça permet de remplir les bannières et d'avoir un revenu passif quotidien. Alors on fait les deux. On peut aller sur une landing page, on peut aussi aller sur un App Store par exemple. Il y a du clic sur tous les formats, sur la bannière, la vidéo, l'audio. Et donc, on est sur les standards OpenRTB. Et donc, on fait les deux. Et s'il vous reste 5 minutes à la fin de la session, je vous invite à venir vous pencher sur la tablette pour voir un petit peu sur un cas pratique de quoi ça a l'air sur une campagne normale, une vraie campagne en conditions réelles. Et donc, il me semble le cas de la campagne Spotify. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Et on a un stand qui est juste là, donc si vous voulez passer juste à l'entrée, si vous voulez passer vous renseigner, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous.